Du coup, ce que vous nous dites aussi récemment, c'est que petit à petit, on a éloigné les jeunes de la politique. En fait, on les a complètement coupés de l'intérêt politique et vous nous dites, eh bien, si vous ne vous occupez pas de politique, eh bien, c'est la politique qui s'occupera de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la liberté, la démocratie, ça s'entretient. Un régime, quand il est installé dans une région, il n'est pas installé une fois pour toutes. Et on a aussi, on aurait beaucoup d'intérêt à relire Platon parce qu'il nous montre qu'il n'y a aucun régime qui soit stable. Si vous êtes, par exemple, en république ou en démocratie, et vous n'y prenez pas garde, vous allez avoir des oligarches qui vont émerger. Et le pouvoir du plus fort financièrement opprime le plus faible. Donc vous allez basculer sur ce qu'on appelait autrefois la tyrannie, la dictature, qui elle-même aura des contradictions internes, et la roue de la révolution des régimes avance. Voilà. Donc une démocratie, ça s'entretient, comme la liberté, ça s'entretient. La citoyenneté, un citoyen doit être informé. Un citoyen non informé est un sujet, comme on était un sujet du roi. Il subit. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, vous nous le rappelez aussi, qu'il y a plus d'identité de culture nationale. Et puis maintenant, il y a un petit peu deux univers qui se sont polarisés entre les nationalistes et les mondialistes. Là aussi, j'aimerais avoir votre avis sur cette nouvelle réalité qu'on vit. Parce que pour s'intéresser à un parti politique, déjà, il faut se dire que ça peut servir à quelque chose. Comme vous nous disiez justement, beaucoup de personnes vont rigoler, mais on ne va plus voter pour élire quelqu'un, mais pour éviter le moins pire, enfin éviter le pire ou contre quelqu'un. Oui, c'est toi juste. Et d'ailleurs, dès les premières années de la Révolution, le marquis de Condorcet, qui était mathématicien, avait vu ce paradoxe. C'est-à-dire que si on vote contre quelqu'un en choisissant le moins pire des candidats, et ça veut dire que le choix est restreint et on ne tient pas compte du peuple. Quant à Alexis de Tocqueville, on lui disait « Est-ce que vous ne croyez pas que le peuple pourrait voter des lois aberrantes ?» Il a dit « Le peuple votera comme on lui dira de voter. » Donc on est en train de se rendre compte qu'il n'y a jamais eu vraiment de démocratie parce qu'il y a un choix restreint. Alors pour répondre à la question, il y a deux types de façons de voir l'avenir. Il y a les nationalistes qui considèrent que l'État-nation doit rester avec ce que ça comporte comme identité culturelle et les frontières, et puis ceux qui considèrent que la notion de nation est quelque chose d'obsolète, il faut aller vers la mondialisation. Et donc celui qui a le plus milité pour ça, c'est George Soros, qui a repris les travaux de Karl Popper, qui avait fait un remarquable ouvrage qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », où il montre que une société totalitaire est une société fermée. Et donc, il militait pour une société ouverte. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que George Soros milite pour une société ouverte avec un dogmatisme idéologique. Donc, il est fermé au niveau de l'esprit et ouvert au niveau de cette conception politique. Alors, évidemment, vous comprenez que les gouvernements qui sont pour la disparition de l'État-nation ne vont pas défendre leur identité culturelle. Un président qui est persuadé que son État doit disparaître, il ne va pas défendre l'identité culturelle. Donc l'identité, elle passe par les philosophes, la littérature, les conteurs, l'art de manger, la cuisine, l'art de s'habiller, etc. Les chansons. Tout ce qu'on n'a plus depuis quelques mois, finalement. Hein. Ben, voilà. Et alors c'est intéressant, quand on veut faire science, c'est pas forcément mettre des équations, mais c'est avoir un fil de conducteur logique. Ben, si on regarde, qu'est-ce qui est frappé? Deux pans de l'identité culturelle. D'une part, tout ce qui est librairie, musée, théâtre, etc., ce qu'on pourrait appeler la culture, et les restaurants qui font aussi partie de l'identité culturelle. Parce que quand on va dans un pays, la première chose qu'on voit, c'est une autre façon de manger. Si vous allez au Moyen-Orient, vous n'avez pas à manger comme on mange ici. Donc, je veux dire, la culture est un prolongement de son identité culturelle. C'est une vision du monde, une façon de concevoir un mets. Si vous allez au Brésil, par exemple, on met tout dans une même assiette. Et puis les gens vont se servir ensemble. En France, c'est assez intéressant, on a l'entrée, le plat principal, le dessert, vous voyez, c'est séquentiel. C'est pas du tout comme au Brésil où on considère qu'on met tout dans l'assiette et chacun va manger en fonction de son appétit et il commencera peut-être par le dessert, pourquoi pas. En France, c'est bien séquentiel.